Qui est le plus grand leader du monde? Certains disent Martin Luther King. D'autres pensent à Gandhi. Quelques-uns parlent de Winston Churchill ou de Franklin Roosevelt. Chacun a laissé une trace dans l'histoire. Mais un nom revient encore et encore, Nelson Mandela. Il n'a pas seulement dirigé un pays, il a changé un peuple. Il n'a pas seulement combattu l'injustice, il a pardonné à ses ennemis. Mandela est devenu un symbole de paix et de courage. Son histoire commence loin des grandes villes. Elle commence dans un petit village d'Afrique du Sud, où un enfant rêvait d'un monde juste. Enfance. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918. Il est né dans un petit village appelé Mvezo, dans la région de Transkei, en Afrique du Sud. Son nom de naissance était Rolihlahla Mandela. Dans la langue Xhosa, ce prénom signifie « le fauteur de troubles ». Ce nom allait bien à sa vie future. Son père s'appelait Gadla Henry Mfakani Issois. Il était chef du village et faisait partie de la famille royale Tambu. Cela veut dire que Mandela appartenait à une lignée respectée. Sa mère s'appelait Nosekeni Fanny. Elle était douce et croyante. Elle lui a appris la valeur du respect et de la famille. Mandela a grandi dans un monde simple. Il jouait avec d'autres enfants dans les champs. Ils couraient pieds nus et fabriquaient leurs jouets avec du bois ou de la boue. Il écoutait souvent les anciens raconter les histoires du peuple Tambu. Ces histoires parlaient de courage, de justice et de liberté. Mais à 9 ans, sa vie a changé. Son père est tombé malade et il est mort. C'était un grand choc pour lui. Sa mère a alors décidé de l'envoyer vivre chez un chef important, le régent Jongintaba d'Alindiébo, à Kunu. Le régent a pris Mandela sous sa protection. Il l'a traité comme son propre fils. Mandela a découvert une nouvelle maison, plus grande et plus organisée. Il a aussi commencé à apprendre les règles de la vie royale. Il observait les réunions du conseil et écoutait les décisions des anciens. Ces moments ont éveillé en lui un sens fort de la justice et du service. Même enfant, il voulait comprendre ce qui rendait un dirigeant juste. C'est là que son voyage vers son rôle de chef a vraiment commencé. 2. Racines culturelles et nom, Nelson. Chez le régent Jongintaba, la vie de Mandela était différente. Il vivait dans une grande maison. Il mangeait à table avec la famille du chef. Il allait aussi à l'école. C'était une nouvelle expérience pour lui. Là, il a appris à lire et à écrire. Il aimait beaucoup apprendre. Mais Mandela n'oubliait pas ses origines. Après les cours, il retrouvait les autres enfants. Il gardait le bétail dans les champs. Ils parlaient, riaient et chantaient ensemble. C'est dans ces moments simples qu'il a appris la patience et la responsabilité. Quand une vache s'échappait, il devait la chercher seul. Il comprenait que chaque erreur avait une conséquence. Le soir, autour du feu,
les anciens racontaient les histoires du peuple Xhosa. Mandela écoutait avec attention. Il aimait ces récits de héros et de chefs sages. Ces histoires lui donnaient des leçons sur le courage et la loyauté. Elles ont formé son esprit dès l'enfance. À l'école, un jour, la maîtresse lui donna un nouveau nom. Elle l'appela Nelson. C'était la règle à cette époque coloniale. Les enfants africains recevaient des noms anglais. Mandela n'avait pas choisi ce nom, mais il l'a accepté. Il comprit plus tard que ce nom allait voyager loin, bien plus loin que son petit village. Même avec ce nouveau nom, il restait fier de sa culture. Il parlait Xhosa à la maison et suivait les traditions de son peuple. Il participait aux danses et aux cérémonies. Il respectait les anciens et observait leurs décisions. Tout cela a nourri son identité. Dans ces années tranquilles, Mandela ne savait pas encore qu'il deviendrait un symbole. Il était simplement un garçon curieux, prêt à apprendre. Pourtant, déjà, la graine du futur chef poussait en silence dans son cœur. 3. Années d'adolescence et rêve. Avec le temps, Mandela devint un jeune garçon sérieux. Le régent voulait qu'il ait une bonne éducation. Il l'envoya dans une école plus grande, appelée Clarkbury. C'était un internat, loin de sa maison. Pour la première fois, Mandela vivait sans sa famille. Il devait apprendre à être indépendant. À Clarkbury, tout était différent. Les règles étaient strictes. Les élèves devaient porter des uniformes et suivre un emploi du temps précis. Mandela étudiait beaucoup. Il aimait surtout l'anglais et l'histoire. Il aimait comprendre le monde et les peuples. Ses professeurs disaient qu'il avait un esprit calme et réfléchi. Il participait aussi aux activités sportives. Il courait vite et aimait les compétitions. Le sport lui apprenait la discipline et le travail en équipe. Il comprenait que le succès venait avec l'effort et la patience. Après quelques années, Mandela entra à Helltown College. C'était une école dirigée par des missionnaires. Là encore, il devait montrer de la discipline. Il observait les professeurs blancs et leur comportement envers les élèves noirs. Il commençait à voir l'injustice. Mais à cette époque, il ne savait pas encore comment la combattre. Mandela rêvait de devenir conseiller ou avocat. Il voulait aider les autres à vivre avec dignité. Il pensait souvent à son père et au chef qu'il avait vu enfant. Il se disait qu'un bon dirigeant devait écouter avant d'agir. Pendant ses années d'adolescence, il apprenait non seulement dans les livres, mais aussi dans la vie. Il découvrait ce que signifiait le respect, la responsabilité et la liberté. Ce jeune garçon de village était en train de changer. Il ne savait pas encore que ces expériences allaient préparer le chemin vers une grande mission, celle de libérer son peuple. 4. Année d'université et première conscience politique. Après le collège, Mandela partit pour l'université de Fort Hare. C'était une école spéciale.
Peu d'Africains pouvaient y entrer. Elle formait les futurs leaders noirs d'Afrique du Sud. Mandela se sentait fier d'y étudier. Il voulait apprendre pour aider son peuple. À Fort HRE, il rencontra des étudiants venus de différentes régions. Ils parlaient de liberté et de justice. Certains rêvaient d'un pays sans ségrégation. Ces discussions faisaient réfléchir Mandela. Il commençait à voir que le savoir seul ne suffisait pas. Il fallait aussi du courage pour changer la société. Il suivait des cours d'anglais, d'histoire et de droit. Il aimait les débats et les réunions d'étudiants. Il était calme, mais quand il parlait, les autres l'écoutaient. Il avait déjà cette présence qui attirait le respect. Un jour, les étudiants décidèrent de protester contre une décision injuste de l'université. Mandela rejoignit le mouvement. Il croyait que rester silencieux face à l'injustice était une faute. Pour cela, il fut suspendu. Il dut quitter l'université sans terminer son diplôme. C'était une période difficile, mais il ne regrettait pas son choix. Pendant son séjour, il avait rencontré Oliver Tambo. Les deux jeunes hommes devinrent amis proches. Ils partageaient les mêmes idées et les mêmes rêves. Cette amitié allait durer toute leur vie. Après sa suspension, Mandela retourna chez le régent. Mais il sentait que son chemin devait continuer ailleurs. Il ne voulait plus vivre dans le silence et la peur. Il voulait comprendre le monde au-delà de son village. C'est ainsi qu'il décida de quitter Fort HRE et de chercher une nouvelle voie. Ce départ allait marquer un grand tournant dans sa vie, un pas vers la lutte et la responsabilité. 5. Fuite à Johannesburg et premier travail. Quand Mandela revint chez le régent, il apprit une nouvelle qui le troubla. Le régent voulait qu'il se marie avec une jeune fille qu'il ne connaissait pas. C'était un mariage arrangé, comme la tradition le voulait. Mais Mandela ne voulait pas de cette vie. Il rêvait d'étudier, de travailler, de choisir son avenir. Alors, avec l'aide d'un ami, il décida de fuir. Il prit la route vers Johannesburg, une grande ville pleine de bruit et de mouvement. Là-bas, tout était nouveau pour lui. Il vit les quartiers riches où vivaient les Blancs, et les zones pauvres où vivaient les Noirs. La différence était choquante. Il découvrit la dure réalité de la ségrégation. Au début, il n'avait pas d'argent ni de travail. Il dormait chez des amis et cherchait chaque jour un emploi. Finalement, il trouva un poste comme gardien de nuit. Ce n'était pas un travail facile, mais il apprit la valeur de l'effort. Il économisait chaque pièce pour continuer ses études. Plus tard, il trouva un emploi dans un cabinet d'avocats noirs. Là, il travailla comme assistant juridique. Il observait les avocats défendre les droits des travailleurs. Il voyait aussi comment les lois injustes frappaient les Noirs. Ces expériences ouvrirent ses yeux. Il voulait comprendre le système qui écrasait son peuple. Pendant son temps libre, il étudiait par correspondance à l'Université d'Afrique du Sud.
Il passait ses nuits à lire et à écrire. Mandela comprenait que l'éducation était son arme la plus forte. À Johannesburg, il rencontra aussi des personnes engagées dans la lutte politique. Ces rencontres éveillèrent en lui une nouvelle énergie. Sans le savoir, il faisait déjà ses premiers pas vers son destin de combattant pour la liberté. 6. Entrée en politique, adhésion à l'ANC. À Johannesburg, Mandela découvrait chaque jour la dureté du système. Il voyait les policiers humilier les travailleurs noirs. Il entendait les lois qui interdisaient aux Noirs de vivre dans certains quartiers. Il comprit que cette injustice n'était pas un hasard. C'était une organisation appelée apartheid. Elle plaçait les Blancs au-dessus des autres. Mandela ne voulait plus rester spectateur. En 1943, il rejoignit le Congrès national africain, l'ANC. C'était un mouvement qui luttait pour les droits des Noirs en Afrique du Sud. Il assista à ses premières réunions et écouta les anciens membres parler de liberté. Il sentit qu'il avait enfin trouvé sa place. L'ANC organisait des marches pacifiques et des campagnes contre la ségrégation. Mandela apprit à écrire des discours, à convaincre, à écouter. Il n'était plus le jeune étudiant timide. Il parlait avec force et courage. Ses amis disaient qu'il avait un esprit clair et une voix qui inspirait confiance. Il fut influencé par des hommes comme Walter Sisulu et Anton Lambed. Il croyait que les jeunes devaient avoir un rôle actif. Mandela était d'accord. Il voulait que son peuple se tienne debout. Avec d'autres jeunes, il décida de créer une branche nouvelle de l'ANC, plus dynamique et plus audacieuse. Ses premières années dans le mouvement furent un apprentissage. Mandela comprit qu'un vrai changement demandait du temps et de la discipline. Il lut sur Gandhi et la résistance non violente. Il croyait encore que le dialogue pouvait vaincre la haine. Dans les rues de Johannesburg, il voyait la misère, mais aussi l'espoir. Il savait désormais que sa vie ne lui appartenait plus. Elle appartenait à une cause plus grande, la liberté de son peuple. 7. Création de la Ligue des jeunes de l'ANC. Mandela voulait que les jeunes participent plus activement à la lutte. Avec ses amis Anton Lambed, Oliver Tambo et Walter Sisulu, il fonda la Ligue des jeunes de l'ANC. Il voulait changer les méthodes du mouvement. Pour eux, les simples pétitions et discours ne suffisaient plus. Ils pensaient qu'il fallait agir, marcher, protester. La Ligue apportait de l'énergie nouvelle. Les jeunes parlaient dans les rues et dans les écoles. Ils expliquaient que l'unité pouvait donner de la force. Mandela travaillait jour et nuit pour recruter de nouveaux membres. Il écrivait, organisait des réunions, écoutait les idées des autres. Il apprenait à diriger sans dominer. Cette période fut importante pour sa vie personnelle aussi. En 1944, il épousa Evelyn Tokomaz. C'était une femme douce et courageuse. Ils eurent 4 enfants. La vie de famille apportait à Mandela un équilibre.
Mais son engagement politique demandait beaucoup de temps et de sacrifices. Souvent, il rentrait tard le soir, fatigué mais déterminé. La Ligue des jeunes encourageait la résistance pacifique. Mandela croyait encore au pouvoir des actions collectives. Il organisait des campagnes contre les lois injustes. Peu à peu, son nom devint connu à Johannesburg. Les gens venaient lui parler, lui demander conseil. Cependant, le gouvernement commençait à surveiller ces jeunes leaders. Les réunions étaient parfois interrompues par la police. Mais Mandela n'avait pas peur. Il disait que la peur ne devait pas diriger la vie. Chaque rencontre, chaque marche, renforçait sa conviction. Il voyait que les Noirs pouvaient se lever ensemble. Il voyait aussi que le combat serait long. Dans son cœur, une idée claire grandissait. Il ne s'arrêterait plus tant que son peuple ne serait pas libre. 8. Campagne de défi et montée du leadership. Les années passèrent, et Mandela devint une voix importante dans l'ANC. En 1952, le mouvement lança la grande campagne de défi. Cette campagne appelait les Sud-Africains noirs à désobéir aux lois injustes. Les gens entraient dans les zones interdites, utilisaient les bancs réservés aux Blancs, et marchaient sans peur. Mandela fut choisi comme chef national des volontaires. Il voyagea dans tout le pays pour parler du courage et de la justice. Partout, il disait que la liberté demandait de la discipline et du respect. Les foules l'écoutaient avec admiration. Il montrait que la résistance pouvait être pacifique mais forte. Cette même année, le gouvernement réagit violemment. Mandela fut arrêté avec d'autres leaders. On les accusa d'être des communistes, même s'ils ne l'étaient pas. Il passa plusieurs semaines en prison. Malgré la fatigue et les menaces, il resta calme. Il disait souvent que la prison ne pouvait pas enfermer les idées. Après sa libération, il continua son travail. Avec son ami Oliver Tambo, il ouvrit un cabinet d'avocats à Johannesburg. C'était l'un des premiers bureaux juridiques dirigés par des Noirs en Afrique du Sud. Les gens pauvres venaient demander de l'aide. Mandela écoutait leurs histoires et les défendait contre les injustices. Il voyait chaque jour la souffrance causée par l'apartheid. Cette période renforça sa réputation. Beaucoup voyaient en lui un homme juste et courageux. Mais d'autres, au pouvoir, commençaient à le craindre. Il surveillait ses mouvements et ses discours. Pourtant, Mandela ne pensait pas à arrêter. Il savait que la lutte venait seulement de commencer. Dans sa tête, une conviction restait claire. Il fallait continuer, même si le prix à payer devenait plus lourd chaque jour. 9. Congrès du peuple et charte de la liberté. Après la campagne de défi, Mandela et ses camarades voulaient donner une nouvelle direction à la lutte. Ils pensaient que le peuple devait participer directement. En 1955, ils organisèrent le Congrès du peuple à Kliptown. Des milliers de personnes vinrent de toutes les régions du pays. Il y avait des ouvriers, des étudiants, des femmes et même des paysans.
Tous voulaient un avenir sans apartheid. Le but du Congrès était de créer un document commun, appelé la Charte de la liberté. Ce texte devait décrire le pays que les Sud-Africains espéraient construire. Mandela participa à la préparation. Il écoutait les idées venues des villages et des villes. Les gens parlaient de justice, d'égalité et de respect. Quand la charte fut lue à haute voix, la foule applaudit longtemps. Elle disait que l'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui y vivent, noirs et blancs. Ces mots étaient simples, mais puissants. Ils donnaient une vision nouvelle d'un pays uni. Cependant, le gouvernement vit ce texte comme une menace. Pour lui, c'était un acte de rébellion. Les dirigeants de l'ANC, dont Mandela, furent surveillés de près. Beaucoup furent arrêtés plus tard. Mais pour Mandela, la Charte de la liberté représentait un tournant. Elle donnait un but clair au mouvement, la création d'un pays libre et égal pour tous. Même s'il savait que la répression allait s'intensifier, il ne perdit pas courage. Il continuait à parler dans les quartiers pauvres, dans les églises et dans les réunions secrètes. Il disait toujours que la liberté ne pouvait pas être donnée, mais qu'elle devait être gagnée. Ce jour-là à Kliptown, une idée devint une promesse, et cette promesse guiderait le reste de sa vie. 10. Procès pour trahison. Après le Congrès du peuple, le gouvernement décida d'agir. Il voulait faire taire les voix de liberté. En 1956, la police arrêta Mandela et 155 autres militants. Ils furent accusés de trahison. Le procès dura plusieurs années. Mandela passait souvent ses journées au tribunal, loin de sa famille et de son travail. Le gouvernement espérait les briser. Mais au contraire, le procès rendit Mandela encore plus connu. Des foules venaient le voir quand il arrivait au tribunal. Il marchait droit, le visage calme. Il montrait que la peur ne gagnerait pas. Les accusés étaient souvent fatigués, mais ils restaient unis. Ils chantaient ensemble pour garder le moral. Pendant le procès, Mandela défendait l'idée que lutter pour l'égalité n'était pas un crime. Il parlait avec conviction. Ses mots touchaient les gens. Même ses ennemis reconnaissaient son courage. Après 5 longues années, lui et les autres furent déclarés innocents. C'était une victoire, mais la liberté restait loin. En sortant du tribunal, Mandela savait que la surveillance ne s'arrêterait pas. La police suivait chacun de ses pas. Le gouvernement voulait le faire taire, mais il refusait d'abandonner. Il continuait à organiser des réunions secrètes et à encourager les jeunes militants. Ce procès changea sa manière de voir la lutte. Il commençait à penser que les manifestations pacifiques ne suffisaient plus. Le pouvoir refusait d'écouter. Mandela voyait la colère grandir dans les quartiers noirs. Les gens voulaient des actions plus fortes. Dans son cœur, une idée nouvelle commençait à grandir. Peut-être qu'un combat plus dur serait nécessaire pour que la liberté devienne réelle. Ce fut le début d'un changement profond dans sa pensée et dans son combat. 11.
Passage à la résistance armée, Umkhonto we Sizwe. Après le long procès, Mandela réfléchissait beaucoup. Il avait passé des années à défendre la lutte pacifique. Mais malgré tous les efforts, rien ne changeait. Le gouvernement continuait d'arrêter, de frapper et de tuer. Les lois injustes devenaient plus dures. Mandela comprit que le dialogue ne suffisait plus. En 1961, avec quelques camarades de l'ANC, il décida de créer une nouvelle organisation. Il l'appelait Umkhonto we Sizwe, ce qui signifie la lance de la nation. Leur but était de frapper le gouvernement sans faire de victimes. Ils voulaient détruire les symboles de l'apartheid, comme les bureaux et les lignes électriques, mais pas blesser des innocents. Mandela devint le chef de cette nouvelle branche. Il devait vivre dans le secret. Il changeait souvent de maison et utilisait de faux noms. Les journaux commencèrent à l'appeler le Pimpernel noir, parce qu'il disparaissait toujours avant d'être capturé. Pendant ce temps, il apprenait aussi à diriger une résistance. Il lisait des livres sur les mouvements de libération dans d'autres pays. Il voulait comprendre comment unir courage et responsabilité. Pour lui, la violence n'était pas un choix de haine. C'était une réponse à la violence du système. Il voyagea aussi en Afrique pour chercher du soutien et des fonds. Beaucoup de pays voisins comprenaient sa cause. Mais la police sud-africaine surveillait tout. Mandela savait qu'il risquait la prison à chaque instant. Pourtant, il n'avait pas peur. Il disait que la peur est normale, mais que le courage consiste à agir malgré elle. Son engagement devenait plus fort que jamais. Dans l'ombre, il préparait la suite du combat. La liberté semblait encore loin, mais Mandela n'allait plus reculer. 12. Arrestation et procès de Rivonia. Après plusieurs mois de vie clandestine, Mandela savait que le danger approchait. Il changeait souvent de vêtements, de voitures et de cachettes. Mais en 1962, la police réussit à l'arrêter. Quelqu'un avait donné des informations sur ses déplacements. Il fut accusé d'avoir quitté le pays sans autorisation et d'avoir encouragé les grèves des travailleurs. Il fut condamné à 5 ans de prison. Même enfermé, il ne perdit pas courage. Il lisait, écrivait et pensait à son peuple. Mais la lutte continuait dehors, et le gouvernement voulait frapper plus fort. En 1963, la police découvrit un lieu secret à Rivonia, près de Johannesburg. Là, elle trouva des documents liés à Umkhonto we Sizwe. Ces preuves reliaient directement Mandela et d'autres dirigeants à la résistance armée. Un nouveau procès commença, connu sous le nom de procès de Rivonia. Cette fois, la peine pouvait être la mort. Mandela resta calme. Devant le tribunal, il prononça un discours historique. Il dit qu'il avait combattu contre la domination blanche, mais aussi contre la domination noire. Il déclara qu'il rêvait d'une société libre et égale, où chacun vivrait en harmonie. Il termina en disant qu'il était prêt à mourir pour ce rêve. Ces mots impressionnèrent le monde entier.
Même ses juges restèrent silencieux. Finalement, Mandela fut condamné à la prison à vie au lieu de la peine de mort. Ce fut une victoire morale, mais aussi le début d'un long emprisonnement. Quand il quitta le tribunal, il leva le poing en signe de courage. Il savait qu'il n'était pas seul. Dehors, des milliers de gens commençaient à croire que la liberté finirait par venir. Mandela entrait dans la partie la plus dure de sa vie, mais aussi la plus symbolique. 13. Année à Robben Island. Après le procès, Mandela fut envoyé sur une île appelée Robben Island. C'était une prison isolée au milieu de la mer. Là, il allait passer de longues années. Le voyage en bateau fut dur. Les gardiens étaient froids et autoritaires. Quand il arriva, on lui donna un numéro à la place de son nom. Pour eux, il n'était plus un homme, seulement un prisonnier. Les conditions étaient terribles. Les prisonniers dormaient sur le sol, avec peu de couverture. Ils travaillaient dans une carrière de pierre, sous un soleil brûlant. La poussière leur brûlait les yeux. Les repas étaient maigres et souvent sales. Les visites de la famille étaient rares. Malgré tout cela, Mandela resta fort. Il disait à ses camarades, « Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des combattants. » Chaque jour, il trouvait une raison de continuer. Il parlait doucement aux jeunes prisonniers pour leur donner de l'espoir. Il leur disait de ne pas laisser la colère les détruire. Il les encourageait à étudier. Ensemble, ils créèrent une petite école secrète. Ils l'appelaient l'Université de Robben Island. Mandela y enseignait l'histoire, la politique et la dignité. Pendant ces années, il apprit aussi la patience. Il comprit que la liberté ne viendrait pas vite. Il décida d'utiliser la prison pour se renforcer. Il lisait des livres, écrivait des lettres et observait les gardiens. Certains d'entre eux changèrent avec le temps. Ils commencèrent à le respecter. Mandela resta 18 ans sur cette île. 18 années de douleur, mais aussi de croissance intérieure. Il entra en prison comme un homme en colère. Il en sortit plus calme, plus sage et plus fort. Sur Robben Island, il devint le symbole vivant de la résistance et de la dignité humaine. 14. Année de détention à Pollsmoor et Victor Verster. Après 18 ans sur Robben Island, Mandela fut transféré dans une autre prison. Il arriva à Pollsmoor en 1982. L'endroit était plus moderne, mais la liberté restait loin. Le gouvernement voulait l'isoler. Il pensait qu'en l'éloignant des autres prisonniers, il perdrait son influence. Pourtant, cela n'arriva pas. Mandela resta un symbole, même derrière les murs. À Pollsmoor, il commença à recevoir plus de visites. Il parlait parfois avec des responsables du gouvernement. Ces conversations étaient secrètes. Mandela voulait comprendre s'ils étaient prêts à discuter d'un futur sans apartheid. Il ne faisait pas confiance facilement, mais il croyait que le dialogue pouvait ouvrir une porte.
Les années passèrent, et sa santé devint fragile. En 1988, il fut transféré encore une fois, cette fois à la prison de Victor Verster. Là, les conditions étaient un peu meilleures. Il vivait dans une petite maison, pas dans une cellule. Il pouvait jardiner et lire plus souvent. Pourtant, il restait prisonnier. Il ne savait pas quand il serait libre. Pendant ce temps, dehors, le monde changeait. Des millions de personnes demandaient sa libération. Dans les rues, on chantait son nom. Les pays étrangers parlaient de lui comme d'un héros. Le gouvernement sud-africain commençait à sentir la pression. Malgré tout, Mandela restait patient. Il disait que la colère détruit plus qu'elle ne libère. Il préparait sa sortie non pas comme une vengeance, mais comme une nouvelle étape. Il voulait que la liberté apporte la paix, pas la guerre. À Victor Verster, il attendait calmement. Il savait que son peuple se battait encore. Et il savait qu'un jour prochain, les portes s'ouvriraient enfin. Chaque matin, en regardant le soleil, il se répétait que la liberté finirait par venir. 15. Mouvement international contre l'apartheid. Pendant que Mandela était toujours en prison, le monde entier commençait à parler de lui. Son nom traversait les frontières. Des affiches avec son visage apparaissaient dans les rues de nombreuses villes. Les gens chantaient « Free Nelson Mandela » dans les concerts. Le message était clair, il devait être libéré. Dans plusieurs pays, les étudiants, les artistes et les travailleurs organisaient des manifestations. Ils refusaient d'acheter les produits venant d'Afrique du Sud. Les gouvernements étrangers imposaient des sanctions économiques au régime de l'apartheid. C'était une façon pacifique de faire pression. Mandela ne voyait pas tout cela, mais il en entendait parler. Ses avocats lui racontaient les changements. Il comprit alors que son combat n'était plus seulement sud-africain. Il était devenu mondial. Des millions de gens, qu'ils soient noirs ou blancs, soutenaient la même cause, la fin de la ségrégation. Dans son pays, la tension augmentait. Les manifestations devenaient plus nombreuses et parfois violentes. Beaucoup de militants étaient arrêtés ou blessés. Pourtant, le peuple ne reculait pas. La voix de Mandela, même silencieuse, donnait du courage. Les gens disaient « Il souffre pour nous, alors nous devons continuer ». Pendant ce temps, les dirigeants du monde parlaient directement au gouvernement sud-africain. Ils demandaient des réformes et la libération des prisonniers politiques. L'isolement du pays grandissait. Le pouvoir blanc commençait à comprendre que le temps de l'apartheid touchait à sa fin. Mandela, dans sa cellule, restait humble. Il disait que ce mouvement n'était pas pour lui seul, mais pour tout un peuple. Il savait que la force venait de l'union. À ce moment-là, son nom n'était plus seulement celui d'un homme, mais celui d'un espoir universel, celui de la liberté et de la dignité humaine. 16. Libération et négociation. Après 27 longues années de prison, le moment que tout un peuple attendait arriva enfin.
Le 11 février 1990, Nelson Mandela fut libéré. Des milliers de personnes l'attendaient devant la prison de Victor Verster. Quand il sortit, il leva le poing en signe de victoire. Il marchait lentement, mais son regard était plein de force. Ce jour-là, toute l'Afrique du Sud retint son souffle. Les gens pleuraient, chantaient, dansaient dans les rues. Pour eux, Mandela représentait la liberté. Mais lui savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Il déclara devant la foule qu'il ne voulait pas de vengeance. Il dit que le pays avait besoin de paix et de réconciliation. Ces mots touchaient le cœur de tous. Peu après sa libération, Mandela commença les négociations avec le président F.W. de Klerk. Les deux hommes venaient de mondes très différents, mais ils partageaient un but: construire un pays sans haine. Les discussions furent longues et parfois tendues. Il fallait créer une nouvelle constitution, donner le droit de vote à tous et mettre fin à l'apartheid. Mandela travaillait sans relâche. Il parlait avec les chefs politiques, les militaires, les religieux. Il essayait d'apaiser les tensions dans un pays encore divisé. Beaucoup craignaient une guerre civile, mais Mandela refusait cette idée. Il croyait que la paix valait plus que la vengeance. Pendant ce temps, il retrouvait aussi sa famille, ses amis et ses camarades de lutte. Mais son esprit restait tourné vers le futur. Il voulait que chaque enfant, noir ou blanc, ait les mêmes chances. Son courage et sa sagesse faisaient de lui une figure respectée dans tout le monde. Sa liberté personnelle devenait maintenant la liberté de tout un peuple. 17. Prix Nobel de la paix. Les années qui suivirent la libération de Mandela furent décisives. Les négociations avec le président F.W. de Klerk continuaient. Ensemble, ils cherchaient une solution durable pour mettre fin à l'apartheid. Ce travail demandait du courage, de la patience et beaucoup de confiance. Les deux hommes avaient souvent des désaccords, mais ils restaient concentrés sur le même objectif: la paix. En 1993, le monde entier reconnut leurs efforts. Nelson Mandela et F.W. de Klerk reçurent ensemble le prix Nobel de la paix. C'était un moment historique. Pour la première fois, le symbole de la résistance et le représentant du pouvoir blanc partageaient le même honneur. Le message était fort, la réconciliation était possible. Mandela accepta ce prix avec humilité. Il dit que cette récompense appartenait à tous les Sud-Africains qui avaient souffert. Il parla de ceux qui étaient morts pour la liberté, de ceux qui avaient passé leur vie à espérer un pays juste. Il leur dédia cette victoire. Dans son discours, il rappela que le combat n'était pas terminé. Le pays devait encore guérir les blessures du passé. Il insista sur la nécessité du pardon. Pour lui, la paix n'était pas l'absence de conflit, mais la capacité de vivre ensemble malgré les différences. Ce prix fit de Mandela un héros mondial. Des dirigeants, des étudiants, des enfants parlaient de lui avec admiration. Il devenait un exemple de courage et de sagesse. Mais Mandela restait simple.
Il disait qu'il n'était qu'un homme ordinaire, avec une mission extraordinaire. Le prix Nobel marqua la reconnaissance de son rêve, un pays uni, libre et égal. Ce rêve allait bientôt prendre forme, car l'Afrique du Sud se préparait à vivre un moment que personne n'avait cru possible. 18. Présidence de l'Afrique du Sud. En 1994, l'Afrique du Sud organisa ses premières élections libres. Pour la première fois dans l'histoire du pays, les Noirs pouvaient voter. Les files d'attente étaient immenses. Des hommes et des femmes de toutes les couleurs attendaient patiemment leur tour. Certains pleuraient d'émotion. Mandela vota aussi, le cœur plein de gratitude. Quelques jours plus tard, les résultats tombèrent. Il devint le premier président noir de l'Afrique du Sud. Son élection fut un moment historique. Le monde entier regardait ce pays autrefois divisé. Mandela monta sur scène pour prêter serment. Il remercia ceux qui avaient cru en la paix. Il promit de servir tous les Sud-Africains, sans distinction de race. Son message était simple, jamais plus l'un contre l'autre, toujours ensemble. Comme président, Mandela chercha à unir son pays. Il encouragea le pardon et la réconciliation. Il créa la commission Vérité et Réconciliation pour permettre aux victimes et aux anciens ennemis de parler. Cette démarche était difficile, mais nécessaire. Mandela croyait que la vérité guérissait mieux que la vengeance. Il travailla aussi à améliorer la vie quotidienne des gens. Il soutint l'éducation, la santé et l'emploi. Il voulait donner à chaque enfant une chance de rêver. Malgré les nombreux défis, il gardait toujours le sourire et l'espoir. Mandela restait proche du peuple. Il visitait les villages, serrait les mains, écoutait les histoires. Il se souvenait de ses propres souffrances et voulait alléger celles des autres. Même ses anciens gardiens vinrent le saluer, preuve de son immense capacité à pardonner. Sous sa présidence, l'Afrique du Sud changea profondément. Les murs de la peur commencèrent à tomber. Mandela montra qu'un pays pouvait renaître grâce au courage, au respect et à la paix. 19. Vie après la présidence et action humanitaire. Après 5 années au pouvoir, Mandela décida de ne pas se représenter. Il voulait montrer qu'un vrai leader sait quitter sa place au bon moment. En 1999, il laissa la présidence à Thabo Mbeki. Mais il ne quitta pas la vie publique. Il continua à servir son peuple d'une autre manière. Mandela créa la fondation Nelson Mandela. Cette organisation aidait les enfants, les malades et les familles pauvres. Il croyait que la liberté devait aussi signifier une vie meilleure pour tous. Il soutenait aussi la lutte contre le VIH-Sida, une maladie qui touchait beaucoup de Sud-Africains. Il parlait ouvertement du sujet, même quand d'autres préféraient le silence. Son courage sauva des vies. Il voyagea dans de nombreux pays pour parler de paix et de justice. Il encourageait les jeunes à croire en eux-mêmes. Partout, il recevait un accueil chaleureux. Les gens le voyaient comme un sage, un homme de paix.
Mais Mandela restait modeste. Il disait souvent « Je ne suis pas un saint, seulement un homme qui essaie ». Avec l'âge, il passa plus de temps avec sa famille. Il aimait ses petits-enfants et leur racontait des histoires. Il appréciait les moments simples, jardiner, marcher, rire. Même loin du pouvoir, il inspirait toujours le respect. Beaucoup de dirigeants venaient encore lui demander conseil. Il parlait calmement, sans chercher à impressionner. Il rappelait toujours que la vraie grandeur vient de la bonté. Mandela continua à travailler pour un monde plus juste jusqu'à la fin de sa vie active. Son énergie semblait ne jamais s'éteindre. Son cœur restait tourné vers l'humain, vers la paix et vers la lumière qu'il voyait dans chaque être. 20. Dernière année et héritage. Avec le temps, Mandela devint très vieux et fatigué. Son corps ne suivait plus son esprit. Il vivait tranquillement dans sa maison de Johannesburg, entouré de sa famille. Les années de prison et de lutte avaient laissé des traces. Mais son sourire restait le même. Il aimait recevoir des visiteurs, surtout des enfants. Leur innocence lui rappelait pourquoi il s'était battu toute sa vie. Même sans parler souvent, sa présence inspirait encore le monde. Les dirigeants, les artistes et les jeunes continuaient à citer ses paroles. Sa maison devint un lieu de respect et de gratitude. Chaque anniversaire, des gens du monde entier envoyaient des lettres et des fleurs. Il voulait simplement dire merci. Mandela quitta ce monde le 5 décembre 2013, à l'âge de 95 ans. Toute l'Afrique du Sud entra dans le silence. Des millions de personnes pleurèrent sa mort. Dans les rues, on chanta des chansons de paix et de liberté. Des chefs d'État de nombreux pays vinrent à ses funérailles. Ce fut un moment d'unité et d'émotion. Mais Mandela ne mourut pas vraiment dans le cœur des gens. Son esprit restait vivant. Il avait laissé plus qu'un souvenir, il avait laissé un exemple. Son courage, sa patience et son pardon continuaient à guider les générations. Dans les écoles, on apprenait encore son histoire. Dans les foyers, on parlait encore de son rêve d'un monde juste. Aujourd'hui, son nom symbolise la paix et la dignité humaine. Il a prouvé qu'un seul homme, même né dans un petit village, peut changer le destin d'un pays. Mandela nous a appris que la liberté ne vient pas du pouvoir, mais du cœur. Son héritage brille encore, comme une lumière qui ne s'éteindra jamais.